retourner mon sujet dans tous les sens. Je ne sais plus vraiment de quoi il traite. Alors ce que j'ai fait, c'est que je suis venue avec tous les objets qui traînaient sur mon bureau. Et ils doivent bien avoir tous une signification. Et je vais vous laisser me dire quels objets, parmi tous ceux qui sont là, vous interpellent. Et ça m'aidera certainement à retrouver la mémoire. Oui, jeune homme. Harry Potter. Alors en fait, tu vois, cet objet qui est là, au milieu de la table, c'est un éclateur qui fait partie d'un accélérateur de particules qui est conservé aujourd'hui, démonté, dans un laboratoire qui est juste à côté, qui s'appelle l'Institut de physique nucléaire de Lyon. Et quand le premier accélérateur de ce type a été inventé, dans les journaux, on lisait « Ils ont réalisé le rêve des alchimistes ». Et alors en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas créé la pierre philosophale comme on peut voir dans Harry Potter, mais ils ont fait la première transmutation nucléaire artificielle. C'est-à-dire que c'était pas transformer le plomb en or, mais c'était le lithium en hélium. La photo, merci madame. Alors sur cette photo, on voit justement les personnes qui ont inventé, qui ont mis au point ce premier accélérateur. Donc vous avez John Cockcroft, Ernst Walton, et ça, c'est leur directeur de laboratoire de l'époque. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir, est-ce que quelqu'un arrive à reconnaître qui est cette personne au milieu de la photo? Rutherford, exactement. Parce qu'à l'époque, ils travaillaient au laboratoire Cavendish de l'université de Cambridge et leur directeur, eh ben, c'était le célèbre Rutherford. Oui, dis-moi. L'onde de Septimus. Eh bien, tu vois, cet objet, je l'ai placé au milieu de la table parce qu'il est au centre de la thèse. Et du coup, je regarde tout ce qu'il y a à voir avec cet objet. Et il se trouve qu'en lisant des BD, on l'a retrouvé à l'intérieur. Et donc, dans ma thèse, je regarde comment est-ce qu'il est utilisé dans les BD, que ce soit dans l'onde Septimus de Black et Mortimer, dans Objectif Lune, ou même dans les toutes premières aventures de Superman, qui s'appelait à l'époque Super-Homme. Le globe terrestre, par exemple. Hein, bon, il ne se voit pas trop. Eh bien, parce que pour regarder cet objet, on se doute bien qu'à Lyon, on n'est pas les seuls à en avoir un. Il y en a eu plusieurs à travers le monde, dans beaucoup de laboratoires de physique. Et du coup, eh ben, j'ai regardé tous ceux dont on pouvait retrouver une trace. Alors, soit une trace dans des articles de recherche, mais aussi regarder ceux qu'on peut éventuellement retrouver dans les musées ou remonter sur un campus à l'extérieur. Et on n'est pas les seuls à essayer de rentrer dans cette démarche-là, mais il faut quand même se l'avouer, on ne le croise pas souvent dans les musées. Mais si vous êtes lyonnais, peut-être que vous êtes déjà allé au musée des Confluences. Et dans l'exposition Société, il y a quoi? Un bout de cet accélérateur de particules. Alors, ce n'est pas celui de Lyon, c'en est un autre qui a été utilisé dans un laboratoire à Paris, mais qui se retrouve aujourd'hui dans un musée. Et une des choses que je regarde, c'est comment est-ce que cet objet scientifique, cet objet de recherche assez compliqué, hein, on peut quand même le dire, qu'est-ce qu'on fait quand on en parle dans un musée? Quels mots on choisit? Comment est-ce qu'on l'insère avec des jarres africaines ou des boucliers amérindiens? Le biberon, bon ça, je dois l'avouer, c'est peut-être mon fils qui l'a laissé traîner. Le code du patrimoine. Eh oui, parce qu'alors, ces objets, si on les garde, s'ils se retrouvent dans des musées, c'est peut-être bien que ce sont des objets de patrimoine. Et ben, il a bien fallu se frotter au code du patrimoine et voir ce qui, selon la loi, fait qu'un objet est un objet de patrimoine ou pas. Et je regarde plus particulièrement le processus de patrimonialisation. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'un objet qu'on a peut-être un jour hésité à jeter, pourquoi est-ce qu'on l'a conservé et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on le remonte, on veut le garder et on en prend soin. Allez, la casquette militaire. Un peu intriguant quand même, hein? Bon. Et bien cet objet, donc là quand je dis cet objet, c'est bien celui-là. La première fois qu'il a été monté, c'était dans un fort militaire. C'était le fort de la Vitriolerie à Lyon. Et il a été acheté au début des années 50 par un célèbre physicien lyonnais, Jean Thibault, dont vous entendrez parler juste après. Bon, lui, vous le reconnaissez pas? Einstein, merci. Qu'est-ce qu'il vient faire dans l'histoire? Eh bien, lors de la toute première expérience avec cet accélérateur de particules, donc là je vous parle de l'accélérateur qu'ont mis au point messieurs Cockcroft et Walton, ils sont aperçus d'une chose, c'est que la masse du lithium qu'ils utilisaient comme cible à l'époque, plus le petit proton qui est envoyé dessus, n'était pas vraiment égale à la masse des deux. Alors, à l'époque, c'était particules alpha,
mais des 2 noyaux d'hélium qu'ils avaient à la fin. Et en fait, il se trouve qu'à travers cette réaction, c'était la première vérification expérimentale de la célèbre formule E égale mc2. Quand même. Ils ont eu pour ça un prix Nobel en 1951. La lampe de chevet, bon, ça c'est un peu du décor. Mais dessus, il y a un badge du musée. Parce qu'une des caractéristiques de ma thèse, c'est que j'ai pu travailler pendant 3 ans au musée des Confluences avec ce qu'on appelle un contrat CIFRE. C'est un système de financement de thèse qui associe un laboratoire de recherche, une école doctorale et une entreprise. Et mon entreprise, eh bien, c'était le musée des Confluences. Un manuel scolaire de terminale de physique. Je me doutais bien que ça ne allait pas être le premier objet qui allait vous attirer. Eh bien, figurez-vous qu'on retrouve aussi cet accélérateur dans le programme de Terminal S. Alors j'ai regardé comment on l'utilisait, qu'est-ce qu'on en faisait et pour quel savoir est-ce qu'il était utilisé. La thèse. Alors cet objet, donc là, quand je dis cet objet, c'est celui de l'IPNL, de l'Institut de physique nucléaire de Lyon, juste à côté. Il a été monté donc au début au fort de la Vitriolerie et ensuite il a été utilisé par les physiciens ici quand on a construit, donc au tout début de la construction de l'Institut de physique nucléaire de Lyon. Et donc, pour retracer un peu la vie de cet objet, il a fallu retrouver les plans de construction, les thèses de chercheurs qui ont été faits avec, les articles de recherche, dépouiller un petit peu aussi les rapports annuels de l'Institut, pour arriver un peu à créer toute une sphère de données autour de cet objet. Bon, et ça vous dit quelque chose ou pas? Tu voulais dire ça? S2HEP. Eh bien ça c'est le nom de mon laboratoire et c'est un laboratoire qui se trouve ici à Lyon 1. Il s'appelle Sciences et Société, Historicité, Éducation et Pratique et c'est un laboratoire qui fait de l'histoire, de la philosophie, de l'épistémologie et de la didactique des sciences. Vous avez d'ailleurs un master qui vous forme à ces formations à Lyon 1, ici. Oui, pensez-y. Ça c'est quoi ? Une caméra. Et ouais, non mais parce que quand même, dans la vie de l'objet, donc celui de l'IPNL, il faut quand même dire qu'il a servi de décor pour un film. Dans les années 80, l'équipe de tournage de Nino Monti sont venus dans l'IPNL pour tourner le film, une série de science-fiction qui s'appelait Bing. Et donc c'est aussi un décor de film. Magnifique. Là, vous avez un livre d'exposition. Doineau chez les Joliot-Curie. Parce que cet objet n'attire pas que l'attention maintenant, on peut quand même le dire, il est quand même relativement beau. Et à l'époque, le célèbre photographe Robert Doineau est allé immortaliser l'accélérateur de particules que possédaient les Joliot-Curie dans leur laboratoire à Ivry-sur-Seine. Bon, malheureusement, de l'objet des Joliot-Curie, il n'en reste strictement rien, à part les magnifiques clichés qui ont été faits. Et ça, vous connaissez? Est-ce que vous l'avez déjà vu sur le campus, ce bâtiment? C'est la pagode. Eh bien, c'est l'antre des didacticiens et des historiens à Lyon 1. Donc, c'est un petit laboratoire magnifique qui se trouve en face du bâtiment de l'IPNL. Profitez-en pour aller le voir, il sera bientôt caché par l'immense bâtiment de chimie qui est en construction. Bon, je crois qu'on a abordé pas mal de choses. Il me semble que grâce à vous, je suis quand même arrivée à reconstruire un petit peu toutes les facettes de ma thèse. Ah oui, je vous ai pas dit. Donc moi, je m'appelle Séverine de Rolez, je travaille en histoire et en didactique de la physique. Je me questionne sur la patrimonialisation des objets scientifiques contemporains. Et mon objet d'étude, vous l'avez largement deviné, c'est cet accélérateur de particules de type Cockcroft-Walton. Donc en gros, j'étudie tous ces contextes de vie, toute la vie sociale de l'objet et tout ce qui fluctue à côté, tous les imaginaires, pour essayer de voir, particulièrement dans un musée, qu'est-ce qu'on choisit d'utiliser comme information, qu'est-ce qui aurait pu être utilisé comme autre information pour que cet objet parle et qu'on comprenne pourquoi il est dans cette exposition et qu'on s'en rappelle. Et donc cet objet, il est aujourd'hui dans ce qu'on appelle un processus de patrimonialisation, parce qu'il y a un groupe de personnes, de passionnés sur l'université, un groupe patrimoine, on s'appelle un peu comme ça. Et l'objectif, ce serait d'arriver à remonter cet accélérateur pour en faire un emblème de la physique sur le campus de Lyon 1. Et pour ça, les choses avancent. On a déjà eu un élève restaurateur qui est venu travailler dessus pour nous aider à voir
toutes les choses qu'il faudrait prendre en considération pour arriver à le remonter sans qu'il se dégrade et sans qu'il soit jeté pour qu'il tombe non plus dans l'oubli. Mais ça, bon, maintenant, il y a peu de chances que ça arrive. Et en assistant aujourd'hui à cette présentation, vous venez tous de participer au processus de patrimonialisation de cet objet et il vous en remercie.